Bonjour à tous. Alors, on va s'intéresser aux exercices que vous aviez à la suite de ce qu'on a vu sur la cinématique d'un point. Donc, un premier exercice, on vous dit un homme canon est un spectacle de foire qui consiste à propulser d'un canon un homme convenablement protégé, bien sûr, par la brutale détente d'un ressort comprimé. Lors d'un spectacle, les équations horaires, donc je rappelle que équation horaire, ça veut dire en fonction du temps, donc c'est des fonctions du temps, de l'homme canon modélisé par un point matériel qu'on appelle M dans un repère orthonormé O, I, J, K, lié au référentiel d'étude, sont ces fonctions-là. Donc O, I, J, K, je vous rappelle, ce serait un repère orthonormé. Alors on nous dit ici que J est vertical, I et K sont horizontaux. Alors si je représente, ça serait un repère orthonormé avec un axe. Ici, ce serait l'axe OY. Ici, l'axe OX. Et ici, donc c'est à 3 dimensions, l'axe OZ. Et on a des vecteurs, donc je vais les dessiner en couleur. Donc des petits vecteurs unitaires. Donc ici, le vecteur unitaire pour l'axe OX qui est le petit vecteur unitaire I. Ensuite, pour l'axe OY, c'est le petit vecteur unitaire J. Et pour l'axe OZ, le petit vecteur unitaire K. Je rappelle que ces vecteurs unitaires sont dits unitaires parce qu'en fait, leur norme vaut 1. Donc ces vecteurs sont juste là pour nous donner la direction et le sens de chacun des axes. Donc le vecteur unitaire I nous donne la direction de l'axe OX et son sens, le J pour OY et le K pour OZ. Alors les équations horaires du mouvement sont donc x égale 20 fois t, donc je rappelle que t c'est la variable en physique, ce sont des fonctions du temps, c'est-à-dire qu'à chaque instant, notre homme canon, alors si je représente juste l'axe comme ça là, notre homme canon il va être envoyé et sa trajectoire va être à peu près comme ça, c'est une parabole évidemment, et donc à chaque instant notre homme canon va avoir différentes positions évidemment au cours du temps, et donc nous ce qu'on repère c'est sa coordonnée x en fonction du temps et sa coordonnée y en fonction du temps, et on mesure aussi, on regarde sa coordonnée z, sauf qu'ici sa coordonnée z vaut 0. C'est pour ça que j'ai représenté uniquement le repère O, X, Y, parce qu'en fait, sur l'axe OZ, il ne va rien se passer, c'est-à-dire qu'ici, le mouvement va être plan, va se passer uniquement dans ce plan-là. Il ne se passe rien vers l'avant, si vous voulez, au niveau de la coordonnée Z. Donc justement, on vous demandait, la trajectoire est plane, justifiez cette affirmation. Elle est plane car la coordonnée sur l'axe Z, donc Z, est nulle. Donc le mouvement va uniquement se situer, va uniquement se faire dans le plan OXY. Alors, on nous demandait, à l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice, de calculer les coordonnées du point M toutes les 0,5 secondes et de représenter ses positions. Alors, j'avais mis un petit tableau là. Donc, le temps égale 0, 0,5, 1, etc. de 0,5 secondes en 0,5 secondes. Et il suffisait, pour trouver les valeurs de X, donc la coordonnée du point M sur l'axe X, de faire 20 fois le temps. D'accord, donc 20 fois 0, déjà ça fera 0 ici. Ensuite 20 fois 0,5, 10 mètres, etc., etc. Et pour y, on remplace ici t par sa valeur. Donc par exemple, y à t égale 0, ça fait moins 4,9 fois 0 carré, donc 0, plus 20 fois 0, 0, plus 2,5. Donc par contre ici, on aurait une valeur de y qui vaut au départ 2,5 mètres. Z, c'est toujours nul, on s'en fiche. Donc, on fait ça pour toutes les valeurs et on trouve, hop, voilà les valeurs de X et de Y au fur et à mesure du temps. Alors, on nous demandait ensuite de représenter graphiquement toutes ces mesures. Alors, ici, on a, vous avez un axe pour représenter, hop, les différentes... vous avez pas un axe, vous avez un bout de papier millimétré pour représenter les différentes positions. Alors, ce qu'il faut regarder avant de représenter sur le papier millimétré, c'est la plus petite valeur et la plus grande. Pour X, on va de 0
à 80. Donc pour choisir l'échelle, il faut savoir qu'on va de 0 à 80 et donc choisir une échelle cohérente et simple à utiliser. On va regarder ensuite. Et pour Y, on va de 2,5 à, attention, la plus grande valeur, 22,9. Donc pareil, il faut trouver une échelle qui convienne. Alors, si on regarde, hop, voilà votre papier millimétré. Voilà. Donc, pour l'axe OX, donc déjà, vous tracez, donc j'en profite pour rappeler des petites choses. Déjà, on trace les axes, on les retrace sur le papier millimétré. Donc ici, on aura par exemple l'axe OX. Ensuite, on représente l'axe OY. D'accord? Ensuite, vous allez représenter évidemment avec des flèches. Donc là, ce sera OY. Ici, on aura O et ici, on aura X. D'accord? Alors, pour l'échelle, on a dit que pour X, on va de 0 à 80 mètres. Ok? Donc, vous regardez, vous comptez. Si on voulait que 1 cm, ça fasse 10, par exemple, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ça rentre. Mais on n'utilise pas tout. Est-ce qu'on peut doubler? C'est-à-dire dire que 1 cm fait 5 mètres en réalité. Le problème, c'est que du coup, on n'aurait pas assez au niveau ici de l'horizontale. Donc, on est obligé de choisir comme échelle 10, 20, 30, 40. Je ne suis pas obligée de tout graduer. 60 et 80. D'accord? Ensuite, pour l'axe OY. Alors, pour OY, on va de 2,5, alors on va partir de 0 bien sûr, de 2,5 à 22,9. Donc, il faut, avec ce qu'on a comme possibilité, trouver une échelle qui convienne. Alors là, on n'a pas trop le choix, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une échelle simple, donc on n'ait pas besoin de sa calculette pour y arriver. Donc, par exemple, si je prends 2 cm pour 5, ça fait ici 10, ici 15, ici 20 et ici au max, ici de ce qu'on a 25. Donc ça rentrerait. Si vous essayez de prendre une échelle plus dilatée, ça ne rentrera pas. Donc c'est à peu près l'échelle la mieux qu'on pouvait prendre. Alors ensuite, vous placez vos points le plus précisément possible. Alors pour X, c'est facile parce qu'on a c'est 10, 20, 30, 40 jusqu'à 80, donc pas de souci. Pour les valeurs de Y, il faut évidemment les arrondir, on ne peut pas être super précis. Et ici, si on est à 2 cm pour 5, ça veut dire que 1 cm, c'est 2,5. Et vous pourrez vérifier, ça veut dire que 4 petits interlignes, c'est 1. Donc c'est facile ensuite. Vous regardez, donc là on est à 1, 2, 3, 4. Ici, on est à 2, 2,5, etc. Donc, ça veut dire que 4 petits interlignes, c'est 1 mètre. Et 2 petits interlignes, c'est 0,5 mètres. Et comme ça, on arrive à placer les points le plus précisément possible. Alors, je ne vais pas perdre de temps à vous le représenter en direct, évidemment. Alors, à la main, ça marche bien. Vous placez les différentes positions. Et à main levée, vous faites l'allure de la courbe. Alors évidemment, moi je l'ai fait avec un tableur. Et alors avec un tableur, ça donne évidemment cette courbe-là. Alors attention, on est ici au 0, d'accord? Donc ça donne une parabole, ok? Alors j'ai modélisé par une courbe parabolique et ça marche évidemment très bien. Vous, à la main, vous prenez votre stylo et puis à main levée, alors c'est pas facile avec ma tablette, à main levée, vous faites l'allure de la courbe sans relier point par point. C'est ça qui est difficile, faut y aller direct. Et c'est pas facile du tout. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? On nous demande, une fois qu'on a fait ça, on nous demande, attention je reviens, déterminer graphiquement à quelle distance du canon il faut placer le matelas de réception. Comment on fait pour savoir ça? On va sur la courbe que vous avez tracée à la main ou pas et on se dit l'homme canon, il part d'ici là, d'une altitude qui vaut 0. Il fait donc sa trajectoire parabolique et il retombe sur le sol ici, exactement ici. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se demander quelle est
l'abscisse de ce point où il va retomber au sol pour vous savoir où on met le matelas. Alors à la main, comme vous avez tracé à la main, vous allez regarder sur l'axe des abscisses. Avec un tableur, on trouve un X d'environ 84 mètres. Donc ça veut dire qu'il faudra placer le matelas de réception à 84 mètres au sol. À la main, c'est à la main la construction, on ne va pas se demander autre chose. Avec un tableur, évidemment, on peut prendre le réticule, modéliser la courbe d'abord, reprendre le réticule et aller voir à quelle abscisse on se trouve quand on retombe au niveau du sol, donc quand l'ordonnée vaut 0, quand on se retrouve au niveau du sol. Alors voilà pour ce premier petit exercice qui permettait de tracer un petit graphe. On continue, alors c'est la suite de cet exercice. À partir des données donc de l'exercice précédent, calculer les coordonnées Vx et Vy du vecteur vitesse du point M à chaque instant. Alors, nous on connaît X et Y. Alors je vais les réécrire. Je vais juste changer de couleur. Voilà. Alors, on sait que x de t égale 20 fois t. Et on sait que y de t égale, alors on va reprendre les valeurs. Hop, on est là. Ça vaut moins 4,9 fois t au carré plus 20t plus 2,5. Donc on va le réécrire. Moins 4,9 fois t au carré plus 20t plus 2,5. Donc on y va. Voilà. Hop. Donc ça nous fait moins 4,9 fois t au carré plus 20 fois t plus 2,5. Alors, comment faire pour déterminer les coordonnées de Vx et de Vy? Alors, x et y sont les coordonnées de ce qu'on appelle le vecteur position, OM. O étant l'origine du repère, et M, le point M justement de notre homme canon, les positions de notre homme canon au fur et à mesure. On a vu que le vecteur vitesse est défini comme étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées du vecteur vitesse, qu'on va appeler Vx de t et Vy de t, sont elles-mêmes les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur position. Donc, pour Vx, c'est la dérivée de la coordonnée x du vecteur position, et pour Vy, la dérivée de la coordonnée y du vecteur position. D'accord? Donc, il va falloir dériver x de t. X de t, c'est 20 fois t. Alors, c'est quoi notre variable? C'est t en physique. Donc, en maths, vous parlez de fonction f de x, d'accord? Et c'est x la variable. Et quand vous dérivez, vous faites, f' de x. C'est ça la dérivée. Nous, en physique, c'est des fonctions du temps. Et quand on dérive, on écrit ça d sur dt de cette fonction f de t. OK? Alors ici, nous, on a 20 fois t. Donc la variable ici, elle est là, c'est t. Alors, c'est quoi la dérivée de 20 fois t? C'est la même chose que si vous dériviez 20 fois x par rapport à x, ça vous donne 20. Donc ici, ça nous donnera 20 pour la dérivée par rapport au temps de x de t. D'accord? Alors, c'est 20 mètres par seconde, puisque c'est une valeur de vitesse. Qu'en est-il pour y? Alors, y, attention, elle est où la variable? Hop, elle est là, donc c'est t ici. Et on retrouve t ici. Alors, on va dériver par rapport au temps cette fonction-là. Vous savez que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je vais pouvoir dire que c'est la dérivée de ça, plus la dérivée de ça, plus la dérivée de ça. Alors, on y va. C'est quoi la dérivée de moins 4,9 fois t au carré? Alors, attention, c'est comme si vous dériviez x carré. Alors, je mets moins 4,9, d'accord, ça je peux le laisser, multiplié par la dérivée de t au carré. C'est quoi la dérivée de t au carré? C'est comme la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc ici, t au carré, la dérivée, ce sera 2 fois t. D'accord? Donc ça fait moins 4,9 fois 2 fois t.
plus la dérivée de 20 fois t, on vient de le faire, c'est 20, plus la dérivée d'une constante, donc 2,5, c'est 0. Donc on arrive au final pour Vy, attention, à moins 4,9 fois 2, ça nous fait 9,8, donc moins 9,8 fois t plus 20. Donc voilà pour les coordonnées Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps. Donc on appelle ça les équations horaires du mouvement. X de t, Y de t, Vx de t, Vy de t sont les équations horaires du mouvement puisque c'est en fonction du temps. Question numéro 2. Donc là on est à la question numéro 1. Question numéro 2. Quelle est la valeur du vecteur vitesse à t1 égale 1 seconde? Alors pour ça, il faut déjà déterminer les coordonnées du vecteur vitesse à t1 égale 1 seconde. Pour ça, il suffit d'avoir Vx à 1 seconde et Vy à 1 seconde. Et comment on fait ça? On remplace t par, ici là, t par 1 seconde. Alors pour Vx, c'est pas très embêtant parce que c'est toujours égal Vx à 20 mètres par seconde. Donc ça veut dire que la coordonnée sur x est une constante, ça ne changera jamais en fonction du temps ici. Donc c'est 20 mètres par seconde. Pour Vy, alors Vy on remplace, ça fait moins 9, pardon c'est là, moins 9,8 fois 1, 1 seconde, plus 20. Donc ça fait moins 9,8 plus 20. Donc on est du coup, on fait le calcul, ça fait 20 moins 9,8, on arrive à 10,2 mètres par seconde. Alors attention, ça c'est pas la valeur de la vitesse, c'est les coordonnées de la vitesse à t égale 1 seconde. Alors comment on fait pour avoir la valeur du vecteur vitesse V1, donc ça veut dire V1 sans la flèche? Eh bien, c'est égal, on l'a vu, à Vx, donc la coordonnée sur x ici à 1 seconde au carré, plus la coordonnée sur y ici à 1 seconde au carré. Donc je fais la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Alors ça vient de Pythagore. C'est-à-dire que quand vous projetez le vecteur vitesse et que vous avez ces coordonnées Vx et Vy, ça vous fait un triangle rectangle et vous appliquez en fait Pythagore. Donc du coup, ici ça nous fera quoi? Ça nous fera la racine carrée de 20 au carré plus 10,2 au carré. Donc si je fais ça, ça nous fait, donc j'applique en même temps, donc ça nous fait la racine de 20 au carré plus 10,2 au carré. On arrive à 22,5 si j'arrondis, 22,5 mètres par seconde. Alors au niveau des chiffres significatifs, normalement, là on nous en donnait que 2, 2,5, on n'en a que 2 partout, donc je devrais en garder 2, donc c'est environ 23 mètres par seconde. Donc voilà pour la valeur de V1 à T1 égale 1 seconde. Ensuite, question 3. Exprimer, oui évidemment, les coordonnées AX et AY du vecteur accélération. Donc nous on a exprimé les coordonnées du vecteur vitesse, maintenant on va exprimer les coordonnées du vecteur accélération. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse. D'accord? Donc au niveau de ces coordonnées, donc les coordonnées du vecteur accélération, AX de t et AY de t vont donc être les dérivées des coordonnées du vecteur vitesse. Donc la dérivée par rapport au temps de Vx de t et pour AY, la dérivée par rapport au temps de la coordonnée sur Y de la vitesse, donc Vy de t. Donc ça va donner quoi? C'est la dérivée de Vx. Alors Vx c'est ça, c'est 20 mètres par seconde. C'est donc une constante. La dérivée d'une constante est nulle. Là notre variable c'est le temps et là le temps n'intervient pas. Donc la dérivée va être nulle. Ça veut dire que AX va être égal à 0 mètres par seconde au carré. En ce qui concerne la dérivée de Vy, alors pour Vy, attention, on a le temps qui intervient cette fois-ci. Alors on a pour Vy moins 9,8 fois t plus 20. Ça c'est Vy. Donc on va dériver cette fonction-là.
Donc on dérive la somme, ça fait la dérivée de moins 9,8 fois t, plus la dérivée de 20, par rapport au temps toujours. C'est quoi la dérivée de moins 9,8 fois t? C'est comme si vous dériviez moins 9,8 fois x par rapport à x. Il nous reste moins 9,8. Donc ici, la dérivée de vy, hop, la dérivée de vy, c'est déjà moins 9,8 plus la dérivée de 20 par rapport au temps. Or, la dérivée d'une constante est nulle, donc ça fait plus 0. Donc ça nous fait moins 9,8 mètres secondes, moins 2. Donc voilà pour les coordonnées de l'accélération. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette accélération est nulle sur l'axe OX, elle existe que sur l'axe OY. Donc ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire, alors vous savez que si on a les coordonnées du vecteur, on peut l'exprimer dans le repère qu'on a choisi. Donc ici, ça voudrait dire que A, l'accélération, vecteur, égale sa coordonnée sur x fois le vecteur de l'axe OX, donc petit i, plus sa coordonnée sur y fois le vecteur de l'axe OY, c'est-à-dire petit j. Or, ici, ax égale 0. Donc ça veut dire que ça, là, c'est nul. Donc il nous reste ay fois j. Et c'est quoi ay? C'est moins 9,8 fois j. Donc ça veut dire qu'ici, l'accélération, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accélération a la même direction que j, puisque elle s'exprime en fonction du vecteur unitaire j. Par contre, au niveau du sens, remarquez le moins ici. Ça veut dire que l'accélération a le même sens que moins j. Donc ça veut dire que ça a un sens opposé au vecteur j. D'accord? Et au niveau de la valeur, si je prends la valeur de l'accélération, d'accord, ça va être quoi? Ça va être la racine de moins 9,8 au carré, ça va nous faire 9,8 mètres seconde moins 2. Donc notre accélération, si je remonte, on avait, je vous le remets, hein, on a le vecteur, on a l'axe OY qui est comme ça, l'axe OX qui est comme ça, d'accord? Et on a notre vecteur unitaire J qui est comme ça. Donc elle sera comment notre accélération? Même direction que J, donc même direction que l'axe OY, donc vertical. Sens opposé, J il est vers le haut, donc ça veut dire que notre accélération sera verticale mais vers le bas, d'accord? Et notre valeur sera de 9,8 mètres par seconde au carré. Et tiens, c'est quoi 9,8? C'est la valeur de petit g, dis donc, l'intensité de la pesanteur. Donc notre accélération, elle sera verticale vers le bas, donc c'est toujours notre homme canon qui a une trajectoire parabolique, verticale vers le bas, et sa valeur, tiens donc, sera égale à celle de l'intensité de la pesanteur. On va revoir ça un peu plus en détail plus tard, mais vous pouvez déjà remarquer tout ça. Et donc du coup, on nous dit que peut-on dire de l'évolution de la valeur du vecteur A au cours du temps? Le vecteur A, il vaut moins 9,8 fois J, donc il a tout le temps la même direction, celle de J, le même sens, celui de moins J, et toujours la même valeur. Donc ça veut dire que ce vecteur accélération est un vecteur constant. Même direction, même sens et même valeur tout le temps. Donc le mouvement, il sera comment? Il sera parabolique, évidemment, mais il sera uniformément varié ou uniformément accéléré. D'accord? Parce que le vecteur accélération est constant. Il a la même direction, même sens et même valeur tout le temps. Voilà. J'espère que ça va pour ces petites applications, mais très importantes. Quand vous connaissez les équations horaires du mouvement, mais pour le vecteur position, vous pouvez trouver les coordonnées du vecteur vitesse en dérivant, puis les coordonnées du vecteur accélération en dérivant. On le fera plus tard dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant des coordonnées du vecteur accélération, remonter aux coordonnées du vecteur vitesse, puis du vecteur position. Alors, on continue avec les deux autres petits exercices. Alors, exercice numéro, c'est un exercice de votre livre. Une bille est lancée dans un plan vertical OXY associé à un repère OIJ lié à un référentiel terrestre.
Et on a ce graphique-là. Attention, que représente ce graphique? Il représente Vx, c'est-à-dire la coordonnée sur l'axe OX de la vitesse en fonction du temps. Donc Vx, pardon, c'est en violet ici. Et Vy, la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe Y en fonction du temps en orange ici. D'accord? Alors juste pour resituer un petit peu, on nous dit un axe. Ah mince, attention, hop. Voilà. On a un axe OY et un axe OX. Donc ça veut dire qu'on est comme ça. Bon, désolé, hein, j'ai pas de règle, évidemment, là je fais à main levée. On a donc un petit vecteur unitaire I sur l'axe OX et un petit vecteur unitaire J sur l'axe OJ. Et on nous dit qu'une bille est lancée dans le plan vertical, donc ce plan-là. Donc en gros, on va lancer une bille comme ça, quoi. D'accord? Donc il va encore y avoir une trajectoire style parabolique. Hein. Vous imaginez, vous êtes au point O, vous avez la bille dans la main, vous la lancez avec une certaine vitesse au départ. Et voilà, elle va retomber évidemment. Hein. C'est assez logique. Alors on nous demande, grâce au graphique, là c'est vraiment pour interpréter des graphiques, déterminer l'expression des coordonnées cartésiennes Vx et Vy du vecteur vitesse. Alors on nous donne Vx en fonction du temps. Bah, qu'est-ce qu'on peut voir en fonction du temps pour Vx? C'est une constante. Et on voit que Vx est tout le temps égal à 2 mètres par seconde. C'est une constante. Donc là, pas de problème. Pour Vy, alors pour Vy, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Vy en fonction du temps, puisque là ça varie en fonction du temps, c'est une droite affine, d'accord, décroissante. Ok? Alors comment on va faire pour déterminer l'expression de ces coordonnées en fonction du temps? Eh ben, il faut trouver l'équation de cette droite affine. Alors c'est quoi l'équation d'une droite affine? C'est y égale ax plus b en maths, quand la variable est x. Or ici nous, c'est pas en fonction de x, mais en fonction de t. Donc, on va avoir Vy égale a fois t plus b. D'accord? Donc, a est ce qu'on appelle le coefficient directeur, qu'on va essayer de trouver, et b, l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? Bah, c'est quand t égale 0, Vy vaut b. Or, ici, t égale 0, Vy vaut b, donc vaut 4. Donc, déjà, on sait que b égale 4. L'ordonnée à l'origine, 4 mètres par seconde. Il nous faut le coefficient directeur de la droite. Alors, comment on fait? Bah, vous le savez, hein, petit a égale yb moins ya sur xb moins xa. Alors, c'est quoi grand A et grand B? C'est deux points qui appartiennent à la droite. Alors, il faut en choisir deux avec des coordonnées simples. Alors, par exemple, hein, là, il y en a plein. Moi, je vais prendre l'ordonnée à l'origine ici. Donc, je vais prendre mon point A ici. Mon point A a comme abscisse 0 et comme ordonnée 4. Je vais prendre un deuxième point ici de la droite, le point B, qui a comme abscisse, alors si on regarde, hein, là on est à 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 mètres par seconde, non, seconde, pardon, c'est en seconde ici. Et l'abscisse, non, je répète, B a comme abscisse 0,4 et comme ordonnée 0. Donc, on y va. Donc, pour A, on a dit 0 et 4. Et pour B, on a dit 0,4 et 0. Donc, on y va pour notre coefficient directeur. Donc, ce serait YB 0 moins YA 4 sur XB 0,4 moins XA 0. On va trouver un coefficient directeur négatif puisque la droite est décroissante. Alors, si vous faites ça, ça nous fait moins 4 divisé par 0,4. Si vous faites ça, on trouve moins 10. D'accord? Donc, ça veut dire que le coefficient directeur ici vaut moins 10. Alors, moins 10 quoi? Mètres par seconde divisé par des secondes. Donc, ça fait des mètres par seconde au carré. Tiens donc. Donc, unité d'accélération, je vous le rappelle. Donc, on arrive à Vy égale moins 10 fois t plus 4. Voilà. Et pour Vx, on avait 2 mètres par seconde. OK? Donc voilà pour les coordonnées, l'expression des coordonnées cartésiennes Vx et Vy. J'espère que ça va, c'est graphique. Hein. Ensuite, alors on n'a plus besoin des graphiques ensuite. Alors, on nous demande d'établir l'expression des coordonnées cartésiennes de l'accélération, donc AX et AY. Alors, on sait que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse. Et donc, on sait la question 2.
l'expression de la coordonnée AX sera la dérivée par rapport au temps de la coordonnée Vx de t. Or ici, Vx est une constante, ne varie pas avec le temps. La dérivée d'une constante par rapport au temps, c'est 0. Donc AX vaut 0 mètres par seconde au carré. Donc il n'y a pas d'accélération sur l'axe OX. Et AY sera la dérivée par rapport au temps de VY par rapport au temps. Et ça nous donne quoi? Alors attention, VY varie avec le temps par contre. La variable CT, et on la trouve ici. D'accord? Donc je vais dériver en fonction du temps, moins 10 fois t plus 4. Donc je dérive moins 10t et je dérive 4 et j'additionne les deux. Alors ça nous donne quoi? La dérivée de moins 10 fois t, c'est la dérivée donc par rapport au temps de moins 10 fois t, ça nous fait moins 10. D'accord? Et la dérivée de 4, c'est dérivée d'une constante, c'est nul. Donc du coup, il nous reste moins 10. Moins 10 quoi? Mètres par seconde au carré. D'accord? Donc ça veut dire quoi encore une fois? Là, on ne nous demandait pas d'interpréter, mais ça veut dire que le vecteur accélération a une coordonnée nulle sur l'axe OX, une coordonnée moins 10 mètres par seconde sur l'axe OY. Là encore, c'est une chute parabolique, c'est comme pour l'homme canon. Ça veut dire que le vecteur accélération sur AX est nul, donc ce serait égal à AY fois le vecteur J, c'est-à-dire moins 10 fois le vecteur J. Ça voudra dire encore une fois que A et J ont même direction, donc verticale, que A est dans le sens opposé à J, donc que A sera vers le bas, donc vertical vers le bas, et que sa norme, ce sera 10 mètres par seconde au carré. Ça, c'est environ égal, encore une fois, à petit g, 9,8, si j'arrondis, ça fait 10. Donc, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques que précédemment. J'espère que ça va. On termine avec l'exercice numéro 7. Alors là, un petit peu différent, puisque ce n'est plus un mouvement, c'est plus le même style de mouvement. Donc, on a représenté sur le schéma ci-contre le vecteur accélération A, que vous avez ici, d'un point P qui se déplace suivant une trajectoire circulaire. Donc, le sens du mouvement serait comme ça, visiblement, autour d'un point O. Donc, on aurait le rayon, évidemment, ici. On nous demande de définir et de représenter le repère de Freinet. Alors, le repère de Freinet est un repère local qui est lié à un point. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les repères cartésiens. Le repère de Freinet, son origine, ce sera le point qui nous intéresse, P. Et ce repère va bouger avec le point P. Alors, il faut savoir que dans le repère de Freinet, qui est un repère orthonormé également, on a deux vecteurs unitaires. On a un premier, on met dans l'ordre qu'on veut, premier vecteur unitaire qui est normal, qu'on appelle UN, qui est centripète, donc dirigé vers le centre du cercle. Et perpendiculaire à ce vecteur unitaire UN, on a le vecteur tangentiel, UT, qui est lui tangent à la trajectoire et qui est orthogonal au vecteur UN. Donc on a ces deux petits vecteurs unitaires qui représentent le repère de Freinet avec l'origine qui est le point P. Et ce repère va bouger évidemment sur la trajectoire avec le point P. Mais UN et UT vont rester orthogonaux, vont rester perpendiculaires l'un par rapport à l'autre au fur et à mesure évidemment. On nous demande d'exprimer les coordonnées du vecteur accélération dans ce repère. Alors là c'est à savoir, on l'a vu en cours, le vecteur accélération dans le repère de Freinet, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse en valeur fois le vecteur UT, tangentiel, plus la valeur de la vitesse au carré sur le rayon du cercle fois le vecteur normal, UN. Ça, là, c'est ce qu'on appelle l'accélération tangentielle. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération normale. D'accord? Donc ça, c'est à savoir. Et on nous demande, le mouvement de P est-il uniforme? Alors, la question c'est, à quelles conditions le mouvement de P sera uniforme? Il sera uniforme si quoi? Si la valeur de la vitesse est constante, c'est-à-dire si V sans la flèche est une constante. Et donc, si la valeur de la vitesse est constante, qu'est-ce qui se passe pour la dérivée de la vitesse? Elle doit être nulle. D'accord? Donc, si on regarde ici, ça voudrait dire que l'accélération tangentielle
le vecteur accélération tangentielle serait égal au vecteur nul. Cette composante devrait être égale à 0. Et donc, ça entraînerait que l'accélération devrait être égale à v carré sur r. Donc ça, c'est si c'est uniforme, hein, bien sûr. V carré sur r fois le vecteur un. Or, qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit que le vecteur accélération, il n'est pas du tout dirigé selon un. Parce que si on avait a égale v carré sur r fois un, le vecteur a et le vecteur un devraient avoir même direction et même sens. Or là, on voit que l'accélération n'est pas dirigée suivant le vecteur, enfin n'a pas la même direction et le même sens que le vecteur un. Donc le vecteur a n'est pas égal à ça. Donc du coup, il existe une accélération tangentielle et donc le vecteur accélération, le mouvement n'est pas uniforme puisque la vitesse n'est pas constante. D'accord? Donc ici, je répète, on a un vecteur accélération qui n'est pas dirigé suivant un, d'accord? On a sa projection, ce serait ça, sur par rapport au vecteur unitaire un. Et pour le vecteur tangentiel, hein, ut ici, par rapport à cet axe, hein, où on aurait le vecteur unitaire ut, ben on a une projection aussi. On a une accélération qui existe ici sur ce vecteur-là, si je projette. Donc, il existe une accélération tangentielle. Donc, dv sur dt n'est pas nul. Donc, v n'est pas constante. Donc, le mouvement n'est pas uniforme. D'accord? Donc là, on peut raisonner en se disant qu'est-ce qui se passerait si le mouvement était uniforme? Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Or, on n'a pas ça. Donc, le mouvement n'est pas uniforme. D'accord? J'espère que ça va pour ces petits exercices. Bon courage!